la journée de la femme, la journée de la femme, la journée, la journée, la journée de la femme. Numéro 10. Alors, bonsoir. Graziella. Ouais, Ouais, bonsoir. bonsoir. Oui. Tchin-tchoun. Chin chin à tous pour cette 10e apéritif Oui. sur notre chaîne YouTube. Oui. Buvons un coup. Ma serpette est À la- perdue. Tu connais ça? Oui, c'est ça. On a retrouvé Notre- l'éloge des soignantes. Voilà, c'est ça. Le fil rouge. Le fil rouge. Je suis celle. Je suis celle qui porte la charge sur la tête. Je suis celle qui marche dans la poussière. Je suis celle qui mâche les feuilles de la plante sacrée pour supporter la douleur et le froid. Je suis celle qui domestique le chien et apprivoise le chat. Je suis celle qui sait soigner les abeilles et recueillir le miel. Je suis celle qui fend les lianes et les tisse. Je suis celle qui travaille la glaise. Je suis celle qui coud les peaux. Je suis celle qui éduque. Je suis celle qui prend l'épée. Je suis celle qui harangue et appelle à la révolte. Je suis celle qui fait passer les messages. Je suis celle qui rend coup pour coup. Je suis celle d'Éthiopie, d'Illyrie, de Chine ou de Norvège qu'on enterre avec ses armes. Je suis celle qu'on vient voir parce qu'elle est de bons conseils. Je suis celle qui écoute et qui arbitre. Je suis celle qui protège l'eau. Je suis celle qui réconcilie. Alors maintenant, Chloé, Oui, Graziella. alors c'est Mélanie Benjamin, Hollywood Boulevard, chez Albin Michel. Oui. C'est un texte, c'est une scénariste, enfin non, Oui, une scénariste, elle a été beaucoup plus scénariste que réalisatrice Ouais. dans les années 20, au début du cinéma. Voilà. Les années folles où tout au départ c'était vraiment formidable parce que c'était quelque chose de nouveau. Et puis au fur et à mesure, ça s'est un petit peu plus corsé. Les studios se montaient et disparaissaient presque aussi rapidement, le plus souvent par manque d'appui financier et de réseau de distribution. Pourtant, certains perduraient. Par ailleurs, un nouveau studio, dont on disait qu'il était différent, venait juste d'ouvrir ses portes et un jour, je me retrouvais à m'entretenir avec un homme qui répondait au nom de Louis B. Meyer. Comme la Goldwyn. Ben oui. C'est donc là la scénariste la mieux payée de tout Hollywood. Un homme replé, avec un nez crochu, des cheveux noirs clairsemés et des lunettes rondes, se leva de derrière un énorme bureau, perché sur une estrade, pour me saluer. D'un geste brusque de la tête, il renvoya les autres hommes présents dans la pièce, à l'exception de l'un d'entre eux. Restez, Irving. Le frêle jeune homme, avec de gros yeux intelligents et un sourire timide, me salua de la tête et me tendit la main. Irving Thalberg, Miss Marion. Enchanté de vous rencontrer tous les deux. Je souris, et avant de m'asseoir, je rajustai mes fourrures d'un geste ostentatoire. Lors des rendez-vous professionnels, je portais toujours des fourrures pour rappeler à ces messieurs que j'avais pu me les offrir moi-même, que ce n'étaient pas des cadeaux. Louis Meyer reprit sa place sur son trône, mais me sourit avec bienveillance. Monsieur Thalberg prenait des notes. La scénariste la mieux payée et la plus talentueuse, poursuivit Meyer. Je sais que je suis nouveau ici, mais ce studio sera un jour le plus important de tous, et je voudrais que vous rejoigniez notre équipe. Monsieur Meyer, être indépendante me convient plutôt bien. Je n'aime pas être pieds et poings liés à un studio, mais je suis ravie d'écrire un scénario pour vous, à condition que vous acceptiez les conditions financières qui sont les miennes. Un seul? Bon, c'est un début. Meyer sourit, un petit sourire rusé. Je suis résolue à ne faire que des films que mes filles Edith et Irène peuvent voir. Après tous ces scandales, Hollywood doit changer. Je soutiens les positions de Will Hayes. Pas vous? Je savais ce que j'aurais dû répondre, mais je rechignais à le faire. J'étais parfaitement au courant des scandales qui affectaient le milieu du cinéma. En 1921, Fatty Arbuckle, Roscoe pour ceux d'entre nous qui étaient ses amis, avait été accusé d'homicide involontaire après une fête tragique le soir du Labor Day à San Francisco, au cours de laquelle l'une des invitées, une fille nommée Virginia Rapp, était morte. Les journaux
avaient tous laissé entendre qu'elle était morte d'une perforation de la vessie suivie d'une péritonite après que Fatih l'avait violée, lui-même ou avec une bouteille d'eau gazeuse. Tout dépendait du journal que vous lisiez. La presse. La vérité éclata lors du procès. Cette fille avait une maladie vénérienne et d'après certains une cystite, des états qui pouvaient être aggravés par la consommation d'alcool. Aucune preuve ne corroborait l'hypothèse du viol. Ben non. Et toutefois, ce scandale brisa net la carrière du pauvre Roscoe. Sentant l'odeur de l'argent qui se faisait à l'autre bout du pays, Wall Street avait commencé à investir dans les studios et fit appel à un homme du nom de Will Hayes pour surveiller les mœurs débraillées de Hollywood, pour s'assurer que les films qui étaient tournés ne choqueraient pas la morale et pour restaurer la réputation du milieu du cinéma, une industrie qui pesait des milliards de dollars, afin que les gens de l'Amérique profonde veuillent bien continuer à dépenser de l'argent pour acheter des tickets de cinéma. « Vous ne voulez donc faire que des films sages ?» demandai-je. Je remarquai qu'Irving Thalberg s'apprêtait à ouvrir la bouche pour finalement s'en abstenir après que son patron lui eut jeté un rapide coup d'œil. « J'ai un faible pour le genre humain, répliqua Meyer, avec l'un de ses sourires charmants et malicieux. Et je ne pus qu'éclater de rire. Nous nous mîmes d'accord sur un chiffre et nous nous serrâmes la main. J'adore faire des surprises. Oui. Et donc, en plus de votre salaire, je ferai porter un chèque à votre domicile cet après-midi. Je vous offre un bonus. Vraiment ? Je me levai et me laissai raccompagner à la porte par Meyer. J'étais plus grande que lui, mais je me gardais bien de me voûter car je ne voulais pas froisser son orgueil. J'ai beaucoup de respect pour vous, France Marion, dit Meyer. Sur ce, il me pinça le cul. Indigné, je ne pus retenir un cri. Je n'avais qu'une envie, sortir le plus vite possible de ce bureau. Il me fit quand même bien rire. Quand je découvris mon bonus plus tard ce jour-là, c'était une photo de lui dédicacée d'une écriture fleurie. À une jeune auteure talentueuse de la part de son ami Louis B. Mayer. Au souvenir de ses mains baladeuses sur ma peau, je la jetai aussitôt à la corbeille. C'est tout ce qu'il méritait. Louis B. Mayer était loin d'être le seul homme à m'avoir pincé le cul, même si en tant que scénariste on m'accordait plus de respect qu'à une actrice, et je m'estimais heureuse. N'empêche que mes amis et moi devions supporter les pincements, les ricanements et les offenses. C'était le prix à payer, un nouveau prix qui n'était plus exactement le même qu'autrefois, quand tout le monde était nouveau dans le milieu et qu'il n'y avait pas de hiérarchie. Cette nouvelle hiérarchie était patriarcale. Les investisseurs étaient devenus des producteurs et pouvaient engager et virer selon leur bon vouloir. Du jour au lendemain, la promotion canapé était née. Mon épaule fut mouillée plus d'une fois par les pleurs de honte d'une jeune actrice au cœur brisé après avoir fait son devoir. Elle n'était pas pour autant engagée comme partenaire du rôle principal dans le prochain film d'amour avec pour vedette Ramon Novarro ou Rodolphe Valentino ou encore Wallace Reid. Et même si le principe de la promotion canapé ne me concernait en rien, je n'étais pas à l'abri de ce patriarcat. Quand Le Signal de l'amour sortit sur les écrans, plusieurs articles affirmèrent que Marie avait joué un rôle qui ne lui convenait pas, uniquement pour faire plaisir à sa scénariste devenue réalisatrice. Et quand l'un des articles s'offusqua de la maquette utilisée pour le naufrage en disant qu'en tant que réalisateur, seule une femme oserait utiliser quelque chose d'aussi peu réaliste, je fus furieuse. J'écrivis une lettre en vitesse pour expliquer comment j'avais filmé un vrai bateau au cours d'une vraie tempête, au péril de la vie de mon équipe, sans parler de celle de mon mari. Mais bien évidemment, aucun erratum ne fut publié. Après ça, je ne fus plus certaine d'avoir envie de réaliser un autre film. En tant que scénariste, je n'avais jamais eu de critique aussi ouvertement sexiste. Alors pour terminer, une petite poésie prise dans un recueil, la poésie érotique, qui est réservée à Pikachu. C'est Marcel B. Alu qui a fait cette anthologie. C'est chez Zegers. Zegers. Alors, la feuille à l'envers.
L'autre jour, la jeune Lisette, aussi simple que son mouton, quoiqu'elle eût la mine coquette et le regard un peu fripon, à son amant, aussi sot qu'elle, et le plus sot de l'univers, dit Oie, qu'est-ce que l'on appelle, berger, voir la feuille à l'envers? Tout autre qu'un pareil jocrisse, au roi saisit l'occasion de montrer à cette novice ce qu'on entend par ce dicton. Lui, pour y ruminer, s'arrête et lui dit « Sous ces arbres verts, tiens comme moi, lève la tête, tu verras la feuille à l'envers. » Lisette, se sentant émue, lui dit « Berger, reposons-nous, et sur le dos tout étendu, lançois les regards les plus doux. Quelle agréable solitude, que ces bosquets sont bien couverts, dit-elle. Ah, qu'en cette attitude on voit bien la feuille à l'envers. » Essayons, dit-il à sa belle, et tout aussitôt le nigaud se met sur le dos auprès d'elle, s'amuse à regarder en haut. Amant, quand près d'une bergère, tant de plaisirs vous sont offerts, vos yeux doivent voir la fougère, et les siens la feuille à l'envers. Eh oui. Alors c'est un poème de l'Athénian, celui qui a écrit « J'ai du bon tabac dans ma tabatière » et ça date des années, il est né en 1697 et il est mort en 1779. Voilà pour notre 10e apéritif. Voilà. Et on vous dit peut-être à Ben, demain. hein. Peut-être, hein. Peut-être. Tintin. Tintin. Sur notre chaîne YouTube, Bibliothèque de Calion. 18 La journée de la femme, la journée de la femme, la journée de